maison où on habitait avant, il y avait une pièce que j'avais appelée le musée. Parce qu'il n'y avait que des pièces de musée en fait. C'est pas des pièces de vie. Donc dans cette maison-ci, c'est une maison de vie ici. L'autre maison, tout est stocké ailleurs, donc ici c'est la pièce de vie. Là-bas, l'autre maison où il y a toute sa collection, il y a surtout des jouets et des livres. C'est vivant, les jouets, ils sont beaux, ils sont agréables à regarder, ils sont sereins, ils sont gais. C'est toute une partie de Franck est gai, ça, et j'aime bien tous ces jouets. Tout ça, ce sont des imprimeries d'enfants. Toutes. On mettait la feuille ici et on tournait pour imprimer, pour ancrer le texte. Voilà. Voici la fameuse imprimerie au petit imprimeur qui, dans les années 43-44, était un des beaux jouets que l'on pouvait offrir aux enfants. Donc j'ouvre la boîte, voici la petite machine à imprimer. Ici c'était le tampon. Les lettres étaient en dessous, elles sont toujours là. Voilà, voici les lettres. On prenait les lettres qui étaient en caoutchouc, on les glissait dans ces rainures, on ancrait avec un tampon, on mettait avec un tampon plein d'encre, on glissait donc cette pièce-là et on mettait une feuille et on appliquait sur la feuille qui était imprimée. Alors on ne pouvait imprimer que des petits textes, moi j'ai rêvé à des romans. C'est quand même déjà, je dirais, une façon de pouvoir imprimer un texte, ce qui est magique, car passer de l'écriture à l'imprimerie, cela donnait une solennité à l'acte d'écrire qui me paraissait à cet âge-là totalement magique. Voilà. Enfant, j'avais le sentiment d'être tout petit, donc je m'identifiais au petit pousset et je me disais tout de suite, il faudra être malin pour échapper au danger. Voilà, donc c'est le premier point. Et la tache de rouge, c'est le petit chaperon rouge. Or, dans le petit chaperon rouge, chose qui n'était pas du tout, je dirais, adaptée apparemment à un enfant, la grand-mère est tuée, elle ressuscite, et le loup est tué par un chasseur. Donc cette fonction, effectivement, du conte, où les gens meurent et renaissent constamment, c'était une fonction sûrement, je dirais, inconsciemment très très utile, car ça me réhabituait à l'idée que la mort, on pouvait vaincre la mort. J'ai découvert la beauté des paysages sans doute plus tard, quand on est arrivé à Vannes et que j'ai été immergé dans le bocage. Là, je suis entré dans un paysage maternel. Le paysage du bocage, c'est un paysage qui vous enveloppe, qui vous longe, qui est un paysage protecteur. Et là, je me suis senti heureux. Le pressoir du temps de Franck Mallet. Premier paragraphe. L'inquisition du dedans. Je ne cesse de creuser les parois de l'horloge. Le temps bourdonne et fissure l'après-midi. Il tourne le lait des femmes plus clair que celui des brebis. Avec un couteau, je le partage. Une tranche pour les enfants, une tranche pour les mains. Les enfants maigrissent. Mes mains seules rejoignent les troupeaux de l'horloge. Je dors dans mes mains. Je rêve dans mes mains. Le balancier amasse les passages de journée, les visages entrevus. Je suis riche de mon sang qui s'écoule. Par les fentes et les lézardes, il placarde la vie. Regardez mon visage, déjà les rides grondent. Des chevaux affolés détachent les pierres. Mais de l'horloge de moi-même, je rapporte une pépite d'or, celle d'un bonjour. On pourrait presque dire que de ta première enfance, le vent
fut un de tes compagnons de jeu et un de tes compagnons de jeu d'écriture aussi. Oui. Là, il est là aujourd'hui, comme jamais peut-être. Oui, alors c'est vrai, le vent c'était les vagues, c'était les tempêtes, c'était ce mouvement qui venait, cette immersion dans les éléments primordiaux. C'est ça, ça a été un bain d'infini pour moi ici, Penmé, comme pour tous ceux d'ailleurs qui viennent en ce lieu ou en des lieux semblables. Et même si je ne savais pas alors que je consacrerais ma vie à l'écriture, je savais déjà, j'avais compris que je consacrerais ma vie à essayer de comprendre et au moins à vivre avec cet infini. J'ai connu la fin de la vie paysanne, la mort, la fin de l'harmonie de l'homme avec la terre. J'ai connu la fin de Virgile. Virgile, il est mort dans les années 50-70 ici. Et je voyais les paysans, ils cultivaient le blé, mais les derniers moulins avant ont cessé de moudre dans les années 47-48 ici, parce que l'État y a mis la fin. Mais Virgile, depuis, hélas, il est en exil. Je dirais même, à voir le train du monde, la société industrielle l'a mis en prison. Il y a en nous une horloge secrète qui détermine d'ailleurs différents types d'écriture qui sont simplement différentes approches du mystère de la vie et ici de l'océan. Et l'océan, c'est une image de l'infini, c'est même pas une image, c'est, je dirais, un passage continental vers l'infini. Nous sommes allés au marché à Pénéta avant que tu arrives. Je regardais cette campagne, c'est la fenaison. C'est la fin de la fenaison actuellement. Mais il y avait toutes les gerbes qui étaient là, qui étaient roulées maintenant dans du plastique. Autrefois, elles étaient rectangulaires, maintenant elles sont cylindriques, peu importe. Mais je voyais cette terre comme elle est généreuse, comme elle est belle, comme elle est, je dirais, encore virginale. Eh bien, c'est cela, je dirais, partager quelque chose en commun, voilà. C'est retrouver cette innocence première qui est encore, malgré tout ce que le mal qu'on lui fait, au cœur de la nature, au cœur de l'homme, et même, je dirais, au cœur du méchant. Même au cœur de celui qui fait la guerre, et c'est même au cœur du loup du petit chaperon. Voilà. Le loup du chaperon, il a besoin de manger autrui, mais il rêverait d'être libéré de ce besoin d'anthropophagie. La langue vous possède, le langage possède celui qui est le locuteur. Quand on écrit pareil, d'ailleurs c'est là où on est le moins mauvais, c'est quand la phrase vous entraîne elle-même vers ce qu'on souhaitait atteindre. On aime un poète parce qu'on s'y reconnaît et qui vous donne la formule dont vous avez besoin pour vous libérer. J'aime Francis Gemme. Francis Gemme, c'est, je dirais, la joie de la paysannerie. Je suis resté paysan, moi. Je suis, du côté de mon père, un descendant de paysan. Et je me sens profondément paysan des mots, bien sûr, mais paysan dans tous mes actes. Le paysan, autrefois, c'est un homme libre. Je vois ici, tout à côté, il y a un four à pain. J'ai connu quand j'étais enfant la veuve Crusson qui pétrissait son pain et qui, pour tout le secteur, le faisait cuire dans ce four à pain. Non seulement le paysan élevait le blé, mais il faisait son pain. Quand il avait un agrandissement à faire, il coupait un arbre, il le laissait sécher avant de l'utiliser pour faire la charpente de la grange. Il y avait un monde où l'homme était complet. Il n'était pas un homme divisé, morcelé, haché, comme l'est l'homme d'aujourd'hui. Nous vivons tous à la chaîne. Nous ne travaillons pas forcément dans une usine à la chaîne, mais la vie nous morcelle comme le travail à la chaîne. Nous ne sommes plus maîtres de ce que nous mangeons, de ce que nous aimons.
totalement. Il me semble que je l'ai rencontré il y a très longtemps, en classe de seconde à Nantes, au lycée Victor Hugo. Je revois un élève penché sur un cahier, en train d'écrire. Et c'est ce qui m'avait frappé, je ne savais pas qui il était, je ne savais même pas comment il s'appelait. Pendant le cours, il écrivait tout le temps. La première fois que j'ai rencontré, c'était à Guidel, dans un petit salon du livre. Franck en a fait beaucoup à un moment, je crois qu'il en fait toujours. Et j'étais dans ce petit salon du livre, et alors on a engagé la conversation comme ça, très simplement. Et puis voilà, je lui ai parlé de différentes choses, et puis je pense d'un roman que j'avais et que je n'arrivais pas à faire paraître. Et alors, il m'a dit peut-être je peux faire quelque chose, faudrait qu'on se voit, voilà. Et puis j'ai vu ces bouquins, et dont sa fameuse Multiplication. La Multiplication, c'est un seul livre en 7 tomes de 450 pages à peu près. Quand on est devant ce continent, c'est assez mystérieux quand même. Enfin, comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Comment est-ce qu'il l'a composé? C'est une préparation depuis l'enfance. Je disais tout à l'heure que mon premier regard devant la vie, qui est un regard, premier regard enregistré devant la vie. J'étais dans une rue de Saint-Nazaire, je devais avoir 3 ans et demi. C'est le premier regard que j'ai enregistré, un premier souvenir que j'ai, pas le premier souvenir, j'en ai enregistré d'autres, mais c'est le premier chronologiquement qui m'est soit apparu vis-à-vis de moi-même fondateur. J'étais là, je regardais le monde, et j'étais devant un monde qui était, je dirais, créé, qui surgissait, et qui avait un certain sens. Donc déchiffrer ce premier regard de l'enfance, c'est pour moi la quête de toute ma vie. Avant Proust, à 12 ans, en classe de 5e, j'ai traduit un texte de Charles Lamb, poète britannique, écrivain britannique peu connu, qui a été republié pour la première fois en France dans les années, fin des années 50. Qu'on ne trouvait pas donc à l'époque en traduction. Et Charles Lamb avait déjà en avance par rapport à Proust cette façon d'essayer, je dirais, de retrouver la totalité à partir du détail. Quand j'ai lu Charles Lamb, j'ai été émerveillé déjà. Et puis, ce que j'ai entendu du Proust, c'était, je ne sais plus comment il s'appelle ce critique, ça va me revenir, qui disait, voilà un monsieur qui coupe les cheveux en 4, ça m'est apparu merveilleux de pouvoir couper les cheveux en 4, parce que c'est ainsi qu'on arrive à l'essence des choses. Donc Proust, dès le départ, avant que je le lise, et alors quand je l'ai lu, là ça a été, je dirais, la jouissance suprême, il m'a appris qu'on pouvait remonter dans le fil de ses sensations et de ses pensées, démêler les chevaux de ses pensées jusqu'à ce que dirait Montaigne, la substantifique moelle. Il m'a appris ce cheminement intérieur de la pensée vers sa vérité. Il m'a appris qu'on pouvait, de façon, je dirais, pratique, de façon rhétorique, exprimer ce qu'on le ressentait grâce justement à l'instrument de la phrase qui explore de plus en plus profondément au fond de soi-même. Il m'a appris donc la phrase intérieure, Proust, ce que j'appelle la phrase intérieure par rapport à la phrase totalisante.
la création du monde ou le don du sens. Il faut bien un jour avoir commencé à être, du moins à soi-même, pour ce que l'on sait de soi, même si cette conscience temporelle n'empêche peut-être pas de se sentir en même temps de toute éternité, sinon au niveau de ce que l'on est par la représentation, mais de ce que l'on doit être, qui est le sens même de l'existence. Toutefois, s'il y a précisément un passé de l'exister à l'être, force est de reconnaître que cet achèvement ou autocréation de soi s'opère à dater d'une prise de conscience, si bien que le jeu encore intérieur, j'en viens à ce « il était une fois » de toute existence, selon mon goût des contes, que je retranscris plus véridiquement, car ce qui a trait au sentiment de notre présence ne s'efface pas, bien qu'on puisse chronologiquement le situer, par un « il était une fois » ou à partir de soi, faute en ce cas de ne jamais pouvoir procéder d'autrui. Mais c'est ce qui fonde notre individualité. Je. Car ce jeu, je l'ai indiqué, serait-il à la fois efficient et vide conceptuellement de réalité? Je suis à Saint-Nazaire. Cela, je l'ai su après. Dans notre maison, en haut de l'escalier, le bois des marches marron et épais vit, tiède, coule entre des murs hauts, connus, pas trop hostiles malgré leur démesure. Je ne fais rien. J'hésite à descendre ou emprunter le couloir, à moins que je ne m'immobilise devant le dos torsadé des marches. La porte d'entrée s'ouvre. Une camarade plus âgée, 7, 8 ans, j'ai environ 4 ans, m'appelle autoritairement. « François, viens voir notre maison, elle est terminée. » Je descends 4 à 4, joyeux, le temps d'entendre mon nom qui m'est familier. Je me sens curieux, identique, enfant. J'ai de petites jambes, mais à l'intérieur donné, immuable, définitif, peut-être vieux. Je me meus dans mon visage, sur le marron doux. Je laisse la main à la fillette, Huguette, Anne. J'ai longtemps su son prénom, puis je l'ai oublié. Par le tranchant de la porte, la lumière aveugle, crue, blanche. Notre couloir était sombre, papillote, humaine. Je quitte le ventre du seuil, foule le trottoir. Des enfants, des camarades, certains inconnus, un de mes frères, mouchette la chaussée. À gauche, très courte, qui donne sur un terrain vague. À droite, direction que nous empruntons, large, en pente. De chaque côté, des maisons parfaitement compréhensibles apaisent la crainte de l'éloignement plutôt que de l'inconnu. Car dès que je fixe, rien ne me surprend. Et même tout me paraît à sa place. André, mon frère, m'interpelle. Où vas-tu? Ou quelques paroles équivalentes. Huguette me tient solidement. Je fixe le fuyant de notre rue. Et est-ce la lumière? Je me suis habitué à l'effraction du dehors. Je pétille. À mon tour, fluet, vivace, mobile, malgré la poigne de ma camarade. Je l'écoute. Nous parlons d'une maison qu'elle construisait plus loin et que je ne devais visiter qu'une fois terminée. Je force le pas, bavard, impatient et en même temps perplexe. J'ignore, je veux dire que je ne me suis jamais représenté la construction d'une maison. Toutefois, celle que je vois, des pavillons à un étage, me révèle l'importance de leur volume et sans doute en raison de la nôtre, leur plan. À un croisement proche de notre maison, nous tournons. Le contact dur du bras d'Huguette m'égratigne. Je ne pense plus qu'à courir et je suis arrêté par un groupe de fillettes, 5,
6 que je dois fréquenter et qui me saluent. Nous sommes derrière les maisons, sur un chemin de terre court, fermé par une barrière de bois. Plus tard, je saurai une impasse. J'aperçois des quadrillages tracés dans le gravier. Nous dépassons le premier et Huguette m'amène devant plusieurs rectangles. Voilà notre maison. La déception née au tournant me parcourt. Ce ne sont que des lignes de sable et de gravier, quelquefois creusées. J'en ferai autant. Je regrette l'absence de mur, et Huguette a beau me faire entrer dans le couloir, ouvrir les portes du salon, des chambres, je me sens volé. Il n'y a pas de merveille. Des pâtés de sable, des récipients tiennent lieu de cuisine. Assieds-toi. Je refuse. Je ne veux pas jouer au bébé et à la maman si dérisoirement. Et tout en regrettant sans doute le fluide des bras de la petite fille, plus cru que la lumière fruitée, je me sauve. J'entends sur le visage qu'on ne me comprend pas. Je regagne notre maison, une vraie. Mon frère m'arrête encore une fois. Je perds ensuite le fil de la scène. Mais en réalité, je me préoccupe davantage d'une merveille, elle, réelle, pas la maison puisqu'elle est fausse, celle de mon existence et de l'existence. Sartre disait que pour être soi-même, il fallait passer par les autres, et pour Franck Malet, dans la multiplication, il passe par le monde. Il passe par le monde, dont font partie les autres, la nature, mais les autres aussi. Et c'est ça qui constitue petit à petit, qui donne une consistance, une substance à son identité, hein, qu'il recherche, hein, tout au moins au début du livre. Hein, c'est cette identité qu'il construit à travers le monde. Chaque élément du monde lui apprend quelque chose sur lui, sur son identité. C'est une sorte de plaque sensible à tout ce qui se passe. Et alors, j'ai lu dans un article de quelqu'un d'autre que même, des fois, il était trop dans le détail. Mais moi, je ne trouve pas qu'il soit trop dans le détail, quoi. Il est dans la finesse extrême de la perception. Et chacun des livres est très fouillé. Le style en est, très littéraire, très travaillé. C'est pas le petit bouquin sur l'île pour vendre aux touristes l'été. C'est pas ça. Il y a chez lui vraiment une approche très approfondie. Ces livres sur les îles sont des livres de littérature. Nous sommes des Occidentaux, donc nous sommes des gens qui prêtons au raisonnement des pouvoirs que peut-être le raisonnement n'a pas. Et en opposition précisément, les contes et légendes de Bretagne, qu'on appelle la matière de Bretagne, ce qu'on appelle les contes, tous ces récits, je dirais, qui mettent en valeur l'inconscient que je préfère appeler, c'est plus que de l'inconscient, que je préfère appeler le premier conscient, la conscience des profondeurs. Tout cela donne un autre enseignement que la raison et va beaucoup plus loin. Par rapport dans notre histoire intellectuelle, le passage de la Grèce à Rome est une réduction. Le champ intellectuel des tragiques grecs est infiniment plus vaste que l'univers intellectuel des intellectuels romains. Je veux dire, là, il y a un rétrécissement considérable. Sophocle, Aristophane, oui, entre autres. Oui, cela faisait intervenir ce qu'ils appelaient les dieux, c'est-à-dire les forces qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous dépassent. Alors que la rationalité romaine est une rationalité d'ingénieurs qui ont perdu le sens, l'émerveillement devant le monde et le sens, je dirais, de l'immensité de la création. Combien elle nous dépasse. Ils rentrent, ils se rassurent avec la raison, ils se sont maternés avec la raison, un petit peu comme un enfant s'abrite dans les jupes de sa mère.
Et ce que je voulais opposer, c'était retrouver donc le contre-discours qui est à la fois grec, celte, tout ce que l'on de toutes les civilisations primitives ou autres que la civilisation occidentale, qui comprennent que le mystère de l'homme est au-delà de la raison. Chacune des îles bretonnes que j'ai passionnément, je dirais, recherchées, dont j'ai rêvé, dont j'ai étudié l'histoire et sur lesquelles j'ai beaucoup marché, ou autour desquelles j'ai navigué en bateau, eh bien ces îles sont des continents réels, sont des continents qui incarnent à chaque fois une façon d'être, qui incarnent une personnalité, et ce sont dans ce sens-là toutes des personnages. Quelque part, les livres de Franck Mallet, notamment tous ceux qu'il a écrits sur les îles, Ouédic, l'île de Saint, Noirmoutier, l'Île-Dieu, même l'île Feydeau, une île imaginaire à Nantes, et combien d'ouvrages, Venise aussi, qui est une île d'une certaine manière, est pour lui un monde harmonique, la recherche du temps perdu, et je dirais même la recherche d'un paradis perdu. Et toute son œuvre et son écriture tournent en boucle autour de cela. Il y a dans son chemin des îles la matière de Bretagne, celle qui le joint aux temps anciens, aux premiers temps anciens de la littérature européenne. Chez Franck, il y a cette quête divine, bien sûr, mais cette quête de l'enfant. Les mots sont des étoiles du soir ou du matin, mais toujours pour ensemencer l'âme humaine. L'île aux Moines est pour lui un jardin sur de l'eau, une étoile de mer pratiquement connectée aux étoiles. Escalier, un peu en retard pour prendre la fée des îles. J'emprunte la rue des Escaliers, odeur entêtante, au début d'une glycine, un léger tournant entre les murs pleins. Quelques marches et hop, je retombe sur la rue Neuve et l'éclair de la baie du Lériot. Rien de remarquable apparemment, mais il n'y a architecturalement rien de remarquable sur l'île aux Moines. Les maisons de capitaines et marins ou paysans, quoique bretonnes, ne possèdent pour les plus anciennes, d'après les dates des linteaux du XVIIe siècle, au début du XIXe, qu'une unité de ton plus paysanne que bourgeoise. Cependant, l'imprévu du tracé des rues, au milieu d'une végétation maîtresse, n'est pas sans charme. Le charme de la rue des Escaliers, et finalement du bourg tout entier. Un charme si charmeur qu'à ce degré longtemps après en mémoire, comme une odeur, il apparaît au bout du compte sans se hausser du col, mais à l'inverse, en demeurant modeste, exceptionnel. Pourquoi la beauté ne résiderait-elle pas aussi dans la modestie? Il va de soi, poussé à son terme. L'étoile de la mer. Comment approcher la magie de l'île aux Moines? Les mots ne suivent pas les yeux, car chaque fois que j'en agrippe quelques bribes, par une sorte de surenchère perpétuelle, l'île m'échappe et redouble d'attraction. Mais ne serait-ce pas sa formule et son génie? L'île aux Moines, une île maritime en pleine terre, une île à l'encre, appareille toujours pour qui consent d'abord à l'apprécier. Davantage même, dans ce cas, elle déploie au milieu du golfe et de l'océan des terres et des mers, grâce à la découpure à angle presque droit de ses anses, une croix qui, à flotter entre mer et ciel, devient bien vite une étoile mariale,
l'étoile de la mer. Pour moi, Franc-Malais, c'est une île. C'est une île en casquette et en vareuse. Et c'est l'image que j'ai du Franc-Malais sur les marchés, mais finalement, c'est la même. Maintenant, il est penché sur les livres. Il n'est pas beaucoup penché, d'ailleurs, pas longtemps, parce qu'il harangue les gens, il leur parle de ses livres. C'est un camelot de la poésie en même temps. J'aime sa façon aussi d'arpenter. Quand il décrit l'île d'Ouessant, par exemple, il arpente l'île et il en ressent tous les détours. Et son écriture est au service là, de cette démarche. C'est ça que j'aime bien. Ça va ensemble. Quoi. Son écriture va bien avec son pas. C'est ça. J'aime bien, il dit « Qu'est-ce que la Bretagne d'ailleurs, végétale à l'intérieur et marine à l'extérieur, si ce n'est l'expérience des éléments et de l'infini ?» Je crois qu'on y est. Hein. Ceux qui m'ont particulièrement nourri parmi les poètes présents, je dirais il y en a 4 quand même. Il y a eu d'abord, même si parfois je suis injuste envers lui, il y a Saint-Jean-Perse. J'ai toujours des phrases de lui quand je suis à Penbe devant la mer et c'est la mer qui vint à nous devant les degrés de pierre du drame avec ses princes, ses régents, etc. Donc c'est un homme qui m'a nourri, qui m'a élevé au-dessus de moi-même par je dirais, la splendeur aristocratique de ces images. Il y a un autre aussi qui m'a bien nourri, c'est Claudel, quand il dit encore la mer qui revient me rechercher comme une barque. Il y a dans son langage mi-paysan, je dirais, religieux, mi-grégorien, il y a quand même une force et des images qui là vont, je dirais, moins loin que sa pensée, mais qui entraînent. C'est d'ailleurs la différence avec Saint-Jean-Perse. Chez Saint-Jean-Perse, l'image va plus loin que la pensée, elle est plus belle que la pensée, qui souvent n'est que commune, alors que chez Claudel, la pensée est supérieure souvent à l'image. Ce sont quand même de grands poètes. Mais après, les 2 poètes avec lesquels j'ai navigué toute ma vie, avec lesquels j'ai avancé entre tous les poètes contemporains, que j'ai à peu près tous aimés, hein. Il n'y a pas de poète qu'on n'aime pas, qu'on ne puisse pas ne pas aimer, c'est Georges Chéadé et Jean Malherieux. J'ai eu la chance de découvrir Chéadé à 18-19 ans. Et ça a été pour moi, là aussi, comme si je rencontrais les évangiles. Car il y a une douceur dans lui, il a la langue de l'Ancien Testament. C'est un homme imprégné de l'Ancien Testament, nous parlions tout à l'heure du Cantique des Cantiques. C'est un écrivain du Cantique des Cantiques, il aurait pu l'écrire. Et toute ma vie, quand il dit à l'enfant qui court dans une forêt pleine de sifflets de soie, je préfère celui qui dort dans un jardin de juin avec une peine légère pour l'aube, les images et les voleurs d'eau. Bon, c'est un langage qui pour moi est le langage de l'Ancien, le langage de l'Orient, qui va au-delà du langage conscient dans lequel en Occident nous sommes un petit peu emprisonnés. Et c'est donc un poète qui m'a libéré, qui m'a appris mes racines et nos racines orientales, voilà, nos racines grecques. Et puis un autre poète qui, pour moi, a été également moteur, c'est Jean Malherieux. Jean Malherieux, parfois, a des phrases d'une puissance telle qu'en quelques mots, tout est dit. Il dit, par exemple, à la fin d'un de ses poèmes, « Je suis épouvantablement heureux du côté des choses invisibles. » Voilà. Bon, le contraste entre le épouvantablement heureux et choses invisibles fait que les choses invisibles deviennent visibles. Voilà. C'est ça un poète. Silence. La parole du silence est parfois si bruyante
qu'il faudrait crier à tue-tête pour ne pas en être entêté. Qui ne recueille la goutte d'or du silence n'entendra jamais la gravitation des mondes. Écoute jusqu'à redevenir étoile. Le mot à mot du silence n'est que le goutte à goutte de l'infini. Quelle autre parole que celle du silence? La parole n'est que du bruit. Apprends à chanter. Au cœur du silence, la réponse ou le cri du rossignol. La nuit, quel doigt d'aveugle tire sur la corde du silence jusqu'à la faire vibrer? Silence, de l'alcool pur. Le corps généreux du silence, pareil à un vin de longue garde, enroule longuement la gorge de l'épaisseur de la journée. La phrase du silence n'a pas de point. Tout au plus et au pire, est-elle interrompue par le vide belliqueux du monde extérieur. Aussi, le silence est-il toujours pour nous une musique perdue dont nous recherchons les paroles. Capte la parole du silence ou l'oiseau des mots. À ton tour, tu entendras et voleras. L'homme n'est qu'un buisson de mots qui n'a que le silence à apprendre pour entendre les oiseaux ou les mots chanter. L'homme a vocation de se taire pour s'entendre chanter. Pratique la parole comme une poignée de main où nourrit la gazelle du silence. Cultive le silence. Y a-t-il plus belle variété de blé? L'oiseau du silence, laisse-le s'envoler. Nous sommes à Chaours, dans un des pays d'origine de Franc-Malais. C'est très émouvant, en pénétrant dans cette église, et puis en allant dans la chapelle du Sépulcre, de retrouver ce que Franc-Malais a eu de promenade, j'allais dire de balade mystique, j'allais dire l'évangile du chagrin, l'évangile de la douleur. Et Franc-Malais, dans ses écrits, dans sa recherche mystique du monde, dans son compagnonnage avec Jésus-Christ, et ce, je le souligne, depuis l'âge de 7 ans, cette idée-là s'est emparée de lui. C'est peut-être pour ça, fondamentalement, qu'il s'est mis en écriture, qu'il a écrit la multiplication, reprenant une métaphore de Jésus-Christ, qui lui multipliait les pains. Cette descente au tombeau est pour lui une expérience plus que d'écriture, l'expérience même de la vie et de sa recherche de Dieu. Quand pour la première fois, vu mon âge, tard dans ma vie consacrée principalement au médium de l'écriture, même si j'ai essayé d'explorer méthodiquement, voyageur difficilement mobile, durant le peu de temps que me laissait la lecture ou la méditation, les autres approches du mystère de l'être, quand pour la première fois, au bout du collatéral nord, j'ai pénétré dans la chapelle à demi enterrée du sépulcre de l'église Saint-Jean-Baptiste de Chaours. Une modeste bourgade champenoise. Je m'attendais bien sûr à quelques surprises, d'autant qu'une sainte Agnès, au jour rebondi, m'avait mis l'œil en émoi
en haut de l'escalier de la tribune de Saint-Nicolas à Troyes, et que je connaissais la phrase de Michel Martin qui, dans son livre « La statuaire de la mise au tombeau du Christ des 15e et 16e siècles », en Europe occidentale, a écrit qu'elle est la plus émouvante mise au tombeau d'Europe. Mais je n'imaginais pas, aurais-je déjà révisé mon sentiment, sur le niveau de la sculpture flamboyante troyenne. Mais je n'imaginais pas que pareil à Paul sur la route de Damas, fût-ce à mon échelle, et pour un objet infiniment plus égoïste, ou du moins personnel, j'allais être sinon renversé, mais bouleversé, puis le choc passé, subjugué à jamais. Le christianisme, d'une part, a été mis, on pourrait dire, a été traduit en concept par des gens qui connaissaient la philosophie grecque. Puisque la différence qu'il y a entre l'Ancien Testament et la Grèce, elle est simple. L'Ancien Testament, l'araméen, et qui était la langue de Jésus, quand il s'exprime, il n'exprime pas des idées directement, il exprime des faits. Les Grecs avaient conscience des faits, mais ils avaient conscience de leur signification. Donc le mythe d'Orphée, effectivement, on pourrait dire, est une préscience de l'attitude du Christ. Mais c'est vrai dans toutes les civilisations. Toutes les civilisations, ils admettent la nécessité entre nous-mêmes et l'inconnu d'un médiateur. Le chaman, c'est déjà une figure christique. Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, montre que chez les Navim Kawara, il y avait un intermédiaire pour permettre à la société de vivre dans la paix avec les dieux, et pour apaiser les conflits aussi des hommes, il fallait qu'un homme se dévoue. Cet homme, eh bien, c'est le rôle du Christ entre Dieu et la créature. Il faut qu'il y ait une sorte d'intermédiaire pour, je dirais, juguler les passions et également élever l'homme au-dessus de sa vie ordinaire. Et en ce sens, les grands mythes grecs, le mythe d'Orphée, le mythe de la Renaissance, c'est une victoire, une sorte de victoire sur la mort qui est promise et que le Christ va incarner. Il n'y a pas eu de discontinuité, il y a eu simplement un moment donné où on est passé de ce qui était à une espérance à un fait vécu. Alors ce fait vécu qui est la vie du Christ, on y croit, on n'y croit pas. C'est une affaire purement personnelle. Mais le mythe s'est incarné. Chacun dans sa vie procède par étapes. Un livre, c'est une marche vers un autre. Hein? Et là, en l'occurrence, à ce moment où j'arrive dans mon existence, qui est, il faut bien dire, dans les derniers jours, dans les derniers temps, je reviens donc à une sorte, involontairement, de volonté totalisatrice qui avait animé la multiplication. Je fais le compte des pépites que m'a laissé la vie. Et je fais le compte de tous les bonheurs, de toutes les joies, de toutes les illuminations qu'elle m'a apportées et de ce miracle qu'est la vie. À un certain degré de dénuement, a-t-on besoin d'entendre ce que l'on sait? La mer et le vent parlent à la place de l'homme. Parle avec la parole du vent et du sel, ou tais-toi. À Ouessant, quelle parole naît de mer ou de vent? Minérale notre genèse, à même la pierre, l'eau ou le vent, qui a besoin de la parole. Devant la mer ou le vent, qui ne retrouve sa mémoire pour commencer avec les temps et gravité, étoile ou homme? Pourquoi la tempête étonnerait-elle? Sommes-nous toujours en paix? De la terre au ciel
Il n'y a pas l'air, mais la respiration des vagues, pour au plus près de l'horizon naviguer vers le royaume. Rejaillir l'écume, du bon usage de la mer et de soi-même. Quand on a compris que le visible est l'invisible et l'invisible le visible, on s'est libéré de la prison de la terre pour le libre espace de l'esprit libre. L'appel du vent n'incite aucunement à se replier au fond de quelques maisons, mais à déployer ses ailes de goéland. La mer ou la nuit réinscrivent l'homme dans la lame de l'infini. Barque ou étoile en marche vers ses origines, c'est cela, prendre le large. Les livres dont on parle souvent, ça me frappe, moi. En lisant quelques livres qui sont des succès, notamment des romans, il faut que ce soit des livres faciles. Faciles parce que le journaliste est fatigué le soir, le critique aussi, et il a besoin de lire un livre facile. Et les livres de Franc, la multiplication en particulier, ne sont pas faciles. Il y a des romans qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Sa poésie est facile d'accès également. Hein. Mais il faut des choses faciles. Qui va se donner la peine de lire pendant des semaines un ouvrage, sinon des mois, par multiplication, pour en tirer quoi? Un article? Voilà, il n'y a pas de récompense sociale à ça. J'ai dit que je le voyais comme une île, et c'est ça, cette fusion dans l'île, si tu veux, de l'île et de lui-même, de tous les éléments et de tous les ingrédients qui lui permettent en fait de nourrir sa foi, c'est-à-dire toutes ces permanentes tentatives d'élévation qu'il retrouve à la fois dans les éléments et dans sa foi. Je crois que c'est ça. C'est quelqu'un que j'ai toujours grand plaisir à rencontrer, quoi. Parce que avec lui, tu n'as pas à jouer de jeu, comment dire, social. Plus tu es toi-même, mieux tu es avec lui, quoi. Voilà, c'est ce que j'apprécie beaucoup. La poésie, c'est toujours l'autre monde. Et pourtant, qui est le monde réel, qui est préexistant, qui est au fond de nous. Mais l'homme contemporain, c'est un schizophrène. L'homme d'avant aussi, d'ailleurs. La civilisation nous oblige à nous nier pour vivre à notre prochain, pour accomplir les gestes en commun. On est obligé de se nier constamment. La civilisation, c'est nous ramener à un matricule. Et même dans les civilisations où le nombre n'existait pas, on était ramené chez les anciens à sa tribu, à son clan, à sa gens, c'est-à-dire à sa famille, mais rarement à soi-même. Donc la vie en apprentissage, c'est l'oubli de soi. Mais pour pouvoir, je dirais, bien vivre en conformité avec son prochain, il faut aussi apprendre à vivre avec soi-même. Et il n'y a au fond que la poésie qui apprenne cela. C'est une parole, je crois, qui apparaît à l'état sauvage, mais qui est une parole libératrice et une parole, au contraire, extrêmement civilisée. C'est la parole que nous ne réussissons pas souvent, ou la plupart du temps, à atteindre, mais que nous voudrions exprimer. C'est ce après quoi nous courons, la poésie. C'est-à-dire le sens qui est au-delà du sens. C'est pour cela qu'on court, mais on n'y arrivera pas par nous-mêmes. C'est elle qui vous fait la grâce par moment de vous saisir et de vous entraîner. C'est je dirais, ce prodige qui fait que brusquement, nous nous souvenons que nous avons des ailes. Je suis à la pointe de cette femme comme une tige, caille et la lumière. Je la prends de la face, de l'épaule, du champ, de l'herbe. Et dans le jour, il n'y a pas d'œil indiscret. Les pommiers et la luzerne crient de plaisir. Et puis je vais vous lire un dernier poème qui est un autre genre, qui est tiré du pressoir du temps. Ne bâtissez pas dans le compromis,
mais vivez sur le tranchant ou dans le feu. C'est ainsi qu'il ne reste que ce qui mérite de rester, le visage heureux ou malheureux et un peu de silence dans les mains.